Avocat bagarreur, il s'est fait connaître dans des causes célèbres avant de plonger en politique. Bonjour, M. Richard. Bonjour. M. Richard, quand vous êtes-vous intéressé un tant soit peu à la politique? Est-ce que c'était à l'université, avant ou après? Bon, surtout en arrivant à la faculté de droit de Laval, parce que là, je me suis retrouvé dans une classe assez particulière, où il y avait un groupe d'une dizaine d'anglophones, surtout de Montréal, venant de Montréal, qui étaient venus se frotter à la Révolution tranquille, à Québec même, à la faculté de droit. Alors, dans cette classe très particulière, il y avait Brian Mulroney, il y avait Lucien Bouchard, il y avait Pierre Debaney, il y avait Yvon Marcoux, André Ouellette qui s'est joint plus tard, et Peter White qui est devenu chef de cabinet de Brian Mulroney, il y avait Bernard Roy. Bref, une classe extraordinairement politisée où on n'avait pratiquement pas le choix de s'intéresser à la politique. Alors moi, je m'intéressais déjà, j'étais de tendance libérale, j'avais été très, très heureux de la victoire de Jean Lesage en 1960, en juin 60, et après, j'ai voué une véritable admiration à René Lévesque, surtout au moment de la nationalisation de l'électricité. Et vous avez suivi M. Lévesque dans le Parti libéral assez longtemps? J'ai suivi M. Lévesque dans le Parti libéral. Je n'étais pas membre du Parti libéral, mais je votais libéral. Je n'ai jamais été membre du Parti libéral, mais je votais libéral et j'étais un partisan de René Lévesque, au point où j'étais présent au Château Frontenac avec mon ami Pierre Debaney, au moment où René Lévesque a quitté le Parti libéral parce que sa proposition avait été rejetée. Et je conserve un souvenir très, très précis de ce moment au Château Frontenac, où il y a eu même un moment de tristesse quand René Lévesque a quitté la tribune et il est passé devant Paul Gérin-Lajoie. J'étais juste à côté. Salut, Paul, parce qu'on sait qu'il espérait que Paul Gérin-Lajoie le suive. Et là, il lui avait fait un salut un peu triste à Paul Gérin-Lajoie avant de quitter le Parti libéral. Ça, c'était en 67. Vous avez suivi M. Lévesque ensuite pour la fondation du Mouvement Souveraineté Association. J'étais présent au moment de la fondation du Mouvement Souveraineté Association et après ça, j'ai adhéré au Parti québécois. Et au congrès de fondation du PQ? Et j'étais présent au congrès de fondation du Parti québécois. Est-ce que vous avez travaillé d'une façon ou d'une autre? Parce que là, vous aviez votre carrière d'avocat qui allait quand même assez bien, mais est-ce que vous avez travaillé d'une façon ou d'une autre pour le Parti québécois aux élections de 70? Non, pas du tout, parce que là, j'étais vraiment pris avec mon métier d'avocat et j'ai voté pour le Parti québécois à ce moment-là, mais je n'ai pas eu à travailler. Votre carrière d'avocat vous a mené dans des causes assez célèbres, assez tendues dans le climat social, entre autres l'emprisonnement des chefs syndicaux en 72. Vous étiez leur procureur. Oui, j'étais surtout l'avocat de Marcel Pépin. J'avais été l'avocat en pratique privée de beaucoup de fédérations de la CSN et de quelques-unes de la CEQ. Et au moment de l'emprisonnement, j'étais en fait l'avocat c'est moi qui allais leur rendre visite en prison, entre autres. Comment ça s'est passé, cette histoire-là? C'était quoi le fond de l'histoire, pour se le rappeler? Les trois présidents de Centrale avaient recommandé de violer une injonction de retour au travail. C'est ce qui leur a valu une sanction d'emprisonnement. Qui n'a pas tout à fait duré un an parce que... Non, ça n'a pas duré un an, ça a duré quelques mois seulement. Alors, c'était un peu compliqué parce qu'ils avaient à gérer leur centrale et c'est à ce moment-là, au moment où Marcel Pépin était en prison, qu'il y a eu une scission au sein de la CSN pour la création de la CSD. Et ça a été assez
pénible. Alors là, il fallait que je fasse beaucoup d'allers-retours à la prison pour informer Marcel Pépin et pour qu'il me remette des documents que je ramenais aussi à la centrale. Et la politique, vous y revenu en 73? En 73, j'ai été candidat à la demande de certains de mes clients que je représentais, notamment des syndicats. Je pense en particulier aux gens au syndicat de Robert Giffard, au syndicat de la Société des alcools, etc., qui sont venus insister pour que je rencontre, au moins que j'accepte de rencontrer l'exécutif, parce que j'étais pas j'étais plutôt réticent. Et finalement, j'ai rencontré l'exécutif, puis j'ai accepté d'être candidat en prenant des vacances. Mais ce qui est assez extraordinaire dans cette histoire, c'est, moi, je me suis associé à Guy Bertrand comme avocat. On a fondé tous les deux, comme partenaires, à parts égales, un bureau d'avocats. Et quand on a fondé ce bureau-là, j'étais à ce moment-là très occupé parce qu'il y avait beaucoup de conflits syndicaux un peu partout à travers le Québec. Alors, on s'est rencontrés, c'était drôle, pour deux souverainistes. On a décidé que la meilleure date pour se croiser, c'était le 1er juillet. Alors, on s'est rencontrés le 1er juillet au restaurant La Nouvelle-Orléans, qui existait à l'époque sur boulevard Laurier. Et là, chacun a posé ses conditions. Et lui, la condition qu'il a posée, parce qu'il avait été candidat en 70, la première condition qu'il a posée, ça a été de me dire, écoute, moi, le plus grand rêve de ma vie, c'est d'être député à l'Assemblée nationale du Québec. Et là, à ce moment-là, quand je serai député, il faudra bien que tu t'occupes du bureau. J'ai dit, ne t'inquiète pas, mon cher Guy, moi, ça m'intéresse passionnément la politique, mais je n'ai pas l'intention d'être député, de me porter candidat. Les hasards de la vie ont fait qu'il n'a jamais été député, et c'est moi qui l'ai été. C'est assez amusant, mais c'est comme ça que ça s'est déroulé. Mais les libéraux, vous avez opposé une grosse pointure. C'était le maire de Beauport, Marcel Bédard. C'était le maire de Beauport qui était... ça a dû donner une campagne assez serrée. Ça a été une bonne campagne. J'y suis allé en prenant des vacances de mon bureau pour un mois, et sachant que la victoire n'était pas probable. En 73, et on partait de 12 13 dans Montmorency en 70. La victoire n'était pas probable, c'est le moins que je pouvais dire. Sauf que ça a été une très belle campagne. Une campagne dont je garde un très beau souvenir parce que c'est là que j'ai noué des liens d'amitié avec beaucoup de membres du Parti québécois, liens qui existent toujours, des gens que je revois qui sont devenus de grands amis. Alors, on a fait une très belle lutte en 73. Les membres pensaient qu'on gagnerait, mais il y avait une polarisation du vote dont moi, j'étais conscient. Moi, c'est que l'Union nationale disparaissait. Il y avait Gaston Tremblay qui était dans le décor, mais Gaston Tremblay, à ce moment-là, ne faisait plus le poids avec l'Union nationale et le Crédit social. Alors, il y a eu polarisation des votes de telle sorte que les libéraux l'ont emporté, Marcel Bédard l'a emporté. M. Richard, vous avez perdu en 73. Est-ce que vous vous êtes dit, à la prochaine fois, comme a déjà dit M. Lévesque? Non, parce que là, mon bureau était devenu important. On avait engagé d'autres avocats et financièrement, c'était pas une très bonne idée de me porter candidat en 76. Donc, j'étais plus qu'hésitant. J'étais même un peu réticent parce que là, je sentais que là, on pouvait gagner. C'était différent. De surcroît, j'avais un associé, en Guy Bertrand, qui n'était pas très chaud à l'idée que je me porte candidat parce que lui aussi pensait que je pouvais gagner cette fois-là. Alors, ça m'a amené à avoir, dans un salon privé de Québec, une discussion assez acrimonieuse avec René Lévesque. Assez curieusement, j'étais tellement content de le rencontrer ce soir-là, mais ça avait tourné au vinaigre, c'est le moins que je puisse dire. Mais finalement, j'étais tellement fâché quand j'ai quitté cette discussion que j'ai dit à ma femme en sortant, ben, il va m'avoir dans les jambes, je me présente. En 76.
En 76. Et là, je me suis présenté, mais ma discussion un peu virile avec René Lévesque m'a valu la sanction, qui, après coup, je pense que ça a été une formidable sanction, une très belle sanction, la présidence de l'Assemblée nationale. Mais entre 73 et 76, vous venez de le dire, votre bureau d'avocat allait bien et il y a une cause que vous avez épousée qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, celle des gens de l'air. Des gens de l'air. Voulez-vous nous la rappeler? Bon, je vous rappelle que les syndicats anglophones de pilotes et de contrôleurs aériens s'objectaient à l'usage du français dans les communications aéronautiques. Or, la règle dans le monde entier, c'est que l'anglais est valable partout dans le monde entier. C'est la langue universelle, en quelque sorte. Et l'autre langue, c'est la langue du sol. Donc, ici, la langue du sol étant le français, on pouvait parler français. Les pilotes pouvaient parler français, notamment les pilotes francophones voulaient avoir le droit de parler français, ce à quoi les associations anglophones s'opposaient férocement. Et on doit dire qu'il y avait beaucoup, là, je pèse mes mots, mais il y avait du racisme là-dedans. C'était assez incroyable. Alors, les francophones qui se sont regroupés autour d'une association qui s'appelait l'Association des gens de l'air du Québec ont milité pour obtenir le droit de parler français dans les communications aéronautiques. Et là, ça a pris une ampleur considérable à l'époque, devant les tribunaux d'arbitrage, surtout devant l'opinion publique. Et j'ai été l'avocat de l'Association des gens de l'air du Québec. Et comment ça s'est conclu, cette finalement, cause-là? il y a eu beaucoup de péripéties. Le gouvernement fédéral avait nommé l'avocat des gens de l'air anglophones comme commissaire pour décider, vous vous rendez compte? Alors, ça n'avait ni queue ni tête. Finalement, cet avocat a démissionné, puis il y a eu par la suite une commission qui a statué que le français pouvait être utilisé dans les communications aéronautiques au Québec. La campagne de 76, bon, vous étiez très connu, entre autres à cause de cette cause-là, mais aussi pour d'autres causes comme avocat. Ça a été une campagne facile pour vous? Plus facile que la 73, que la campagne de 73, mais c'était non, c'était pas facile non plus parce que je m'attaquais à un poids lourd à tous égards, Marcel Bédard, hein, qui était maire de Beauport et qui a été réélu une semaine avant l'élection au Québec. Il y avait eu des élections municipales et une semaine auparavant, puis là j'avais eu des appels du bureau de M. Lévesque et de Claude Morin. Comment ça se fait? Ils étaient très inquiets. Et j'ai dit non, parce que moi, j'avais fait une analyse. J'ai dit, au municipal, ça ne vote qu'à 50 %. Et au Québec, ça votait à l'époque à 80-85 %. Puis les gens qui n'ont pas voté, là, sont tous les jeunes qui ne votent pas au municipal, rien. J'ai dit non, je pense que c'est de bon augure quand je fais l'analyse des résultats au municipal. Je pense qu'il y a des chances qu'on l'emporte une semaine plus tard. Et le comté de Montmorency que vous représentiez, c'était quel genre de comté là, socio-économique? Il y a une partie, il y avait presque la moitié de Beauport, donc banlieue immédiate de Québec, hein, ville dortoir, et il y avait, ça englobe l'île d'Orléans, donc avec une partie agricole importante, plus Château-Richer, l'Ange-Gardien et Bois-Châtel, jusqu'à Sainte-Brigitte de Laval. Alors, c'est un peu un microcosme du Québec. Il y avait de tout dans cette circonscription-là. Pas une circonscription très pauvre, mais avec des quartiers relativement modestes, plus modestes, je pense, au quartier Montmorency en particulier, dont je me suis occupé de façon spéciale d'ailleurs. Avez-vous été surpris, M. Richard, de votre victoire, mais en particulier celle du Parti québécois qui était porté au pouvoir? Non, je sentais la victoire dans Montmorency, mais je n'avais jamais imaginé la victoire du Parti québécois comme étant majoritaire.
Ça a été la très grande surprise. Et je me souviens d'avoir eu des réunions, notamment avec Jean-François Bertrand à l'époque. On disait, oh, que ça va être formidable dans l'opposition, les bagarres qu'on va avoir avec ce gouvernement. Puis, jamais été dans l'opposition, on s'est retrouvé comme par un enchantement au pouvoir le 15 novembre 1976. Avant de devenir député officiel, vous devez prêter serment d'allégeance à la reine, à l'époque en tout cas. Et qu'est-ce que pour vous ça représentait ce serment-là? Une absurdité, mais on n'avait pas le choix. C'est une contrainte nécessaire parce que pour siéger à l'Assemblée nationale, il fallait prêter ce serment-là. Mais disons que je l'ai prêté en faisant une grimace. Est-ce que vous attendiez d'obtenir un ministère important à la suite de votre élection? Je pensais, oui, que j'étais sur les rangs pour un ministère. Mon plus grand rêve à l'époque, et c'était une erreur de ma part, ça je le reconnais, mon plus grand rêve, c'était de devenir ministre du Travail, parce que c'était mon domaine de prédilection. Comme avocat, je ne faisais que du droit du travail. Alors, mais ça aurait été une erreur, parce que je pense que j'avais été trop impliqué du côté syndical pour devenir du jour au lendemain, sans recul, ministre du Travail. Puis je pense bien que René Lévesque ne m'aurait jamais nommé ministre du Travail. Mais j'espérais, comme je savais qu'il y aurait un certain nombre de députés qui seraient nommés ministres dans la région de Québec, de députés de la région de Québec qui seraient nommés ministres, je pensais que je pouvais être l'un d'eux. Sauf que j'ai eu une énorme surprise quand, la veille de la présentation du Conseil des ministres, Robert Burns m'a convoqué au restaurant La Ripaille à Québec pour me dire que le premier ministre m'offrait la présidence de l'Assemblée nationale. Alors là, je suis tombé des nues, c'est le cas de le dire. Vous n'attendiez pas ça? Pas du tout. Je n'en revenais pas. Et j'ai bien failli refuser. Pourquoi? La proposition. Parce que quand vous vous lancez en politique, c'est pour avoir la liberté d'expression, la liberté de... Vous avez des choses à exprimer. Vous avez des opinions à faire valoir. Et quand on vous installe sur le fauteuil présidentiel, on vous demande d'être neutre et de ne pas faire valoir vos opinions en dehors de votre circonscription électorale et le plus discrètement possible, même à l'intérieur de votre circonscription électorale. Alors, c'est une contrainte qui n'est pas très, très facile à accepter pour un nouveau député, d'autant plus que je n'avais jamais siégé. Là, vous vous êtes donné quand même quelques heures de réflexion. Oui, j'ai dit à Robert Burns, écoute, là, je m'en vais réfléchir. J'étais furieux. J'étais furieux parce que je savais bien que c'était la sanction de l'altercation que j'avais eue avec René Lévesque, hein, qu'il me punissait. Alors, j'étais assez furieux. J'ai réfléchi. Et assez curieusement, j'étais assez près de Marcel Pépin. Puis j'ai appelé Marcel Pépin. Il m'a dit, lui aussi était absolument furieux. Il m'a dit, refuse ça, va pas là. Et j'ai dit, c'est bien mon intention. Puis après, il m'a retéléphoné pour me dire, non, 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 fais pas ça parce que le prix à payer va être très lourd, trop élevé. Alors, finalement, j'ai décidé d'accepter. J'ai appelé M. Lévesque et je lui ai proposé 1 an. Il m'a dit, disons, 18 mois. J'ai dit, 1 an, ça va aller. Il dit, disons, 18 mois. Alors, j'ai transigé pour 18 mois, mais finalement, il a fait 4 ans. Et cette discussion-là avec M. Lévesque, est-ce qu'elle elle avait été plus cordiale que celle que vous aviez eue précédemment? Est-ce que vous avez valu ce que vous dites, cette sanction-là? Oui, parce que là, il était plutôt content d'être majoritaire. Hein. Mm-hmm. Alors là, ça a été assez serein. Il m'a dit, très bien, 18 mois. Et ce qui a été assez extraordinaire, puis ça illustre toute la personnalité de René Lévesque. 2 fois, il est venu lui-même me voir pour me demander de le désengager de sa promesse de 18 mois. Une fois parce qu'il ne trouvait pas ça opportun, puis l'autre fois, c'était au moment du référendum. Il a dit, c'est pas au moment où vous avez acquis votre crédibilité comme président
puis il y a le grand débat sur le référendum, sur la loi référendaire. Alors, on n'est pas pour changer de président au moment de ce débat-là. Et alors, c'est lui-même qui est venu me demander, me dire, est-ce que vous pourriez oublier le 18 mois? Vous vous installez à la présidence de l'Assemblée nationale, un rôle nouveau. Votre conception, est-ce elle s'est rapidement modifiée de ce rôle-là que vous aviez? Oui, je rêvais comme tous ceux qui rêvent de la présidence, je vois la même chose de ce temps-ci, je rêvais d'un Parlement beaucoup plus discipliné, moins chahuteur. Et sur les entrefaites, je suis allé à Londres, où j'ai été reçu par le speaker de la Chambre des communes à Londres. Et j'étais dans sa galerie, j'avais assisté à un chahut absolument indescriptible. C'était à l'époque où Margaret Thatcher était chef de l'opposition. C'était un chahut avec le chancelier de l'échiquier, c'est-à-dire le ministre des Finances, qui a les pieds sur le bureau pour la tradition, pour bien illustrer que c'est la Chambre des communes et non pas la Chambre des lords. Et après, il m'avait reçu dans son bureau, m'avait demandé comment j'avais trouvé ça. Puis je lui ai dit, j'ai trouvé ça un peu chaotique. Et là, il m'avait donné une leçon. Il m'avait dit, vous savez, ça c'est sans importance, les chaos qu'il y a ici. Parce que quand il y a des chaos dans cette enceinte, c'est parce qu'il n'y en a pas à l'extérieur. Et nous, la Révolution, on aime mieux qu'elle se passe dans l'enceinte du Parlement que dans la rue. Et n'exigez pas trop de discipline parce que vous allez dans n'importe quelle réunion, c'est représentatif du peuple. Le peuple est comme ça. Alors, disons que ça a modifié un peu ma conception du parlementarisme et, par voie de conséquence, du rôle du président. Mais quand même, il y a des choses que j'ai voulu faire et de façon immédiate. Ah oui, là, vous vous engagez dans une série de changements oui. à l'Assemblée nationale. Bon, on peut commencer par la prière, peut-être. Oui. Oui, ça a été probablement, non seulement probablement, mais très certainement le pire moment que j'ai vécu sur le fauteuil de président de l'Assemblée nationale. Comment ça? Parce que, au moment de mon arrivée, mon prédécesseur, avec les partis politiques, les deux partis politiques, Là, c'était Jean-Noël Lavoie, mon prédécesseur Jean-Noël Lavoie, avait modifié considérablement le règlement de l'Assemblée, l'avait modernisé, on avait fait un bien meilleur règlement, plus facile d'application d'ailleurs, plus moderne. Et dans les modifications qu'il avait apportées, il avait éliminé la prière, parce qu'il y avait une prière au début de l'Assemblée. Le président récitait une prière. Jean-Noël Lavoie l'a éliminée pour la remplacer par un moment de recueillement. C'est ça que le règlement disait. Alors, sauf que Jean-Noël y a appliqué tout le reste du règlement, mais il n'a jamais osé entrer un jour pour présider l'Assemblée et dire un moment de recueillement puis éliminer la prière. Ça, c'est parce que tous les députés n'étaient pas de la même confession catholique, c'est ça? Oui, il commençait à y avoir pas mal de religions différentes. De religions différentes représentées à l'Assemblée. Alors, Jean-Noël, lui, aimait mieux avoir un moment de recueillement. Alors, moi, quand avant de siéger, dès le premier jour, j'ai dit, bon, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, j'ai consulté un peu, puis on m'a dit, si tu récites la prière le premier jour, là, il va falloir que tu la récites tout le temps après. Le deuxième jour, tu es pris avec la prière. Puis, tu ne devrais pas avoir trop de problèmes si c'est un moment de recueillement. Tu imposes un moment de recueillement au départ parce que, d'abord, l'opposition officielle, manifestement, est favorable parce que c'est l'opposition qui a modifié le règlement. C'est Jean-Noël Lavoie qui avait modifié le règlement. Je m'attendais à certains problèmes avec l'Union nationale et peut-être des problèmes avec Camille Sanson, mais je vais essayer de gérer ça. Alors, je suis arrivé à l'Assemblée, puis j'ai dit un moment de recueillement. Immédiatement, c'est devenu chaotique. Ah oui. Et qui a parti le bal? Jean-Noël Lavoie. Jean-Noël Lavoie, qui était leader de l'opposition. Qui était leader parlementaire de l'opposition. Vous voyez, ces péquistes-là,
C'est la première chose qu'ils font, ils éliminent la prière. Après, ils vont enlever le crucifix. Puis quoi d'autre qu'ils vont faire là, pour démolir les institutions du Québec? Puis évidemment, l'Union nationale, M. Bellemare est intervenu, et Camille Sanson. Alors moi, je me levais et je disais, écoutez, vous venez de m'élire, parce que c'est une élection à la présidence, vous venez de m'élire comme président pour faire appliquer le règlement. Hein? Il faut que je respecte le règlement. Modifiez-le et je vais me soumettre à votre modification. Mais tant et aussi longtemps que j'ai un règlement qui me dit que c'est un moment de recueillement, je suis tenu, avec les engagements qui sont ceux du président, d'appliquer le règlement. Alors, il y a eu une motion de Camille Sanson pour remettre la prière. Cette motion a été débattue 2 ou 3 semaines plus tard, à l'occasion d'un vote libre, et la prière a été battue. C'est le moment de recueillement qui est resté au règlement. C'est toujours ça, d'ailleurs. Vous avez été aussi à l'origine de la présence des femmes. Des femmes sur le parquet. Et imaginez-vous, M. Morin, qu'avant 1976, on a peine à le croire, avant 1976, aucune femme ne pouvait être page, c'est-à-dire messager, à l'Assemblée nationale. Vous savez qu'il y a des messagers pour les députés qu'on appelle des pages. Mm-hmm. Il n'y avait aucune femme sur le parquet de l'Assemblée nationale. Il y en avait comme député, mais il n'y en avait pas qui pouvaient agir comme page. Il y avait une objection à ça? Oui, parce qu'il y a des députés, notamment des députés de l'Union nationale, qui prétendaient que ça pouvait être périlleux pour la vertu de certains députés, etc. Et autre chose que j'ai voulu, c'est qu'on n'applaudissait plus à même le couvercle des pupitres. Là. Faisant un tapage. Un tapage, puis en plus, ça ruinait les pupitres, qui sont de très beaux pupitres, qui coûtent très cher, puis ça faisait un tapage infernal. Alors ça, j'ai dit non, des applaudissements comme tout le monde, et non pas en tapant sur le couvercle des pupitres. Et vous avez abandonné votre toge aussi. Oui, alors ça, autrefois, il y avait un costume, une toge ou un côte à queue, et le président passait son temps changé dans la journée quand il y avait des activités dans sa circonscription électorale ou à l'extérieur ou aller manger. Alors, non, ça, j'ai dit, il n'y aura plus de costume spécial pour le président. Comme président de l'Assemblée nationale, dans les tout premiers mois, vous avez rencontré le président de l'Assemblée nationale française, M. Faure, pour, si vous voulez, mettre au point le premier voyage de M. Lévesque à Paris. Oui, ça, c'est assez peu connu, mais ce qui m'a fait aimer la fonction de président, c'est les relations internationales que le président mène avec les autres parlements. Mm-hmm. Alors, comme M. Lévesque devait débarquer en France, j'ai été chargé d'aller transiger avec le président de l'Assemblée nationale française, qui était Edgar Faure. Très, très beau souvenir, ça. Pour la venue de M. Lévesque en France. Alors, ça s'est négocié à l'époque avec le chef du protocole de Québec, qui était Jacques Jolicoeur, et moi qui ai débarqué avec Edgar Faure. Et c'était un très beau moment. Je vous remercie beaucoup, M. Richard. On continue la semaine prochaine. Merci.